Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Violences physiques ou psychologiques, les attaques sont toujours quotidiennes à l'encontre des lesbiennes, gays, trans et bisexuels. Le rapport 2015 d'SOS Homophobie est accablant et recense plus de 2000 témoignages de haine à l'encontre de personnes homosexuelles en France. À l'heure où commence la semaine annuelle contre l'homophobie, nos invités investissent la ville de Brest avec un événement associatif et artistique intitulé Fais pas genre, mêlant spectacle, projection et débat pour continuer plus que jamais la lutte contre l'intolérance. Chloé Perrotte, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'association Brestacle et co-organisatrice de Fais pas genre. À vos côtés, Nathalie Yvain, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la coprésidente de West Up, l'association LGBT étudiante de Brest. Alors Brest est classée 32e sur 40 dans le classement des villes gay-friendly. Alors pour expliquer un peu gay-friendly, donc c'est-à-dire des communes qui défendent les droits des homosexuels. 32e sur 40, ça paraît pas terrible. Comment vous expliquez ça toutes les deux ? Alors en fait, il faut savoir que c'est une histoire de points. Donc on gagne ou on perd des points selon certaines caractéristiques. Et en fait, Brest perd pas mal de points parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de lieux répertoriés comme LGBT ou gay-friendly. Donc déjà là-dessus, ça perd. Pareil, il n'y a pas de gay pride organisé, en tout cas sous ce nom-là. Donc pareil, ça perd. Après, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été fait sur des grandes villes. Donc c'est normal que par exemple face à Paris ou à Nantes ou à Marseille... C'est pas forcément représentatif. Forcément, c'est pas forcément représentatif. Mais ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire parfois dans certaines villes pour qu'il y ait un accueil un peu plus chaleureux. Après, à côté de ça, la ville de Brest est quand même très bien placée au niveau de la prévention et du dépistage pour la lutte contre le sida et les maladies sexuelles. À noter aussi. En plateau également, on en parle tout à l'heure ensemble bien sûr, en plateau également Christophe Boucher. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Alors comme chaque mardi, vous nous faites un petit point écho et alors aujourd'hui, de quoi est-ce que vous nous parlez ? Alors Pauline et mesdames, est-ce que si je vous parle du capitaine Stubbing, du Doc ou encore de Gopher, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Je sais pas, je dirais la croisière s'amuse, un truc comme ça. Vous avez plus de 30 ans Pauline, non ? Un tout petit peu plus de 30 ans. J'ai essayé ça auprès de plus jeunes et ça marchait pas. Ça marchait pas. Et en effet, bien sûr, Love Boat, la croisière s'amuse, la célèbre série télé. Alors vous allez me dire que ça n'a aucun rapport avec la chronique éco. Et pourtant, le Finistère est une escale en vogue proposée par les croisiéristes. L'an dernier, 14 paquebots ont accosté à Brest et avec eux, leur flot de touristes. Très bien, merci. Ce sera tout à l'heure dans l'Instant éco. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mardi 12 mai. La nouvelle cuisine municipale de Plougastel fête son premier mois d'existence. Environ 1000 repas à servir par jour avec un mot d'ordre, mettre des produits locaux dans les assiettes. Camille Pochet s'est invitée en cuisine. Un millier de repas sont servis tous les jours aux élèves des 4 écoles et du collège privé de Plougastel. Ce lundi midi, c'était sauté de veau, pommes dauphines. La cuisine municipale de Plougastel représente un investissement de 1 600 000 €. Elle est ouverte depuis un mois, mais tourne à plein régime depuis seulement 2 semaines. Derrière les fourneaux, l'équipe prend encore ses marques. C'est assez compliqué à mettre en place. Nouvelle équipe, nouvel équipement, le temps de prendre en fait ses marques dans ces nouveaux outils est assez compliqué. Permettre aux enfants de manger local, c'est l'un des objectifs de l'équipe de la cuisine. L'idée, qu'ils puissent déguster de temps en temps des fraises cultivées près de chez eux. Développer les circuits courts, ça n'est pourtant pas si simple au quotidien pour un chef cuistot. Là actuellement on travaille avec le groupe Le Saint qui est répondu au marché public et on a une volonté avec lui de travailler d'abord sur du produit local et bio après. D'une part, les producteurs sont contraints par la météo. Et nous, on est demandeurs de quand même maintenant sur 1000 couverts à peu près jour, sur une quantité qui n'est pas négligeable. Les fraises de Plougastel, on en met, mais c'est vrai plus en fin de saison où forcément le prix est beaucoup moins cher. L'idée semble bien fonctionner et le maire compte bien la propager dans tout le département. Et avec notamment la Chambre d'agriculture du Finistère, aussi les chambres de commerce au niveau de l'agroalimentaire, on va essayer de mettre en place un système pour que peut-être une dizaine de communes du département soient des communes un peu pilotes, parce qu'on a besoin de tester ce genre de choses. Et l'objectif est d'arriver à simplifier les procédures pour que les producteurs locaux de circuits courts
puissent se mettre sur les rangs. Rendez-vous est pris en juin pour connaître les nouvelles villes du Finistère dans lesquelles les enfants mangeront des produits locaux à la cantine. Métro, bus, vélo, TER, le tout en illimité. La SNCF teste actuellement un nouveau type d'offre à Brest et à Rennes. Ça s'appelle le pack mobilité étudiant. À Rennes, le reportage de Willy Basquin et Willy Moncoiffé pour TVR 35. Terminus Rennes pour Pierre qui arrive de Bru. Je rentre de Carlane après avoir travaillé sur un projet avec des amis et je rentre chez moi maintenant. Il fait partie des 89 volontaires qui utilisent le pack mobilité étudiant. Pour 29,99 € par mois, il profite de la ligne TER entre Rennes et Bru, du réseau Star, bus, métro et vélo, et même d'une carte 18-27 ans auprès de la SNCF. Le pack mobilité, ça permet deux avantages, un gain de temps et d'argent. Un gain de temps parce qu'on n'a qu'un seul dossier à réaliser et un peu d'argent, j'avais calculé, ça fait environ 60 € d'économie et c'est plutôt valable. Cet abonnement s'inspire d'une idée 100% rennaise. En 2012, la Chambre de commerce et d'industrie lance le projet Bretagne Mobilité Augmentée qui a pour but de faciliter les déplacements des étudiants dans la capitale bretonne. À la rentrée 2014, la SNCF décide de tester le projet. Objectif, adapter l'offre aux besoins des jeunes. C'est ça qui est assez nouveau, c'est d'avoir associé deux produits qui répondent à des besoins différents, à la fois des besoins de mobilité du quotidien, donc ça c'est plus l'abonnement urbain, mais aussi des mobilités le week-end pour les loisirs, et là c'est plus la carte jeune qui va y répondre. Dès la rentrée prochaine, ce combiné transport sera disponible pour l'ensemble des moins de 27 ans en Ille-et-Vilaine, avant d'être étendu à l'ensemble de la France en janvier 2016. Et voilà, dernière partie du trajet en bus et j'arrive à destination. À partir du mois de juin, tous les services devraient être centralisés sur une application unique. Roscoff comme modèle pour les peintres de la marine. Cette année, la ville a été choisie pour l'escale annuelle de ces artistes renommés. 20 d'entre eux ont posé leur chevalet au fil des rues de la cité corsaire depuis ce week-end et Julie Sicot les a suivis. Sous la lumière blanche de Roscoff, le paysage se fige avec les coups de pinceau d'Anne Smith. Son chevalet posé à seulement quelques mètres du port, non loin du regard curieux des passants. C'est pas la même chose qu'être dans l'atelier, c'est pas la même chose de découvrir ou reprendre un sujet qu'on connaît. On est vraiment dans une sorte d'urgence. Chaque tableau a une journée pour un tableau, à la fin de la journée, c'est celui-là qu'on va exposer. C'est assez particulier, mais c'est un challenge. 5 jours pour peindre Roscoff, la ville est l'inspiration des peintres officiels de la marine pour cette escale. Pas étonnant de retrouver leur attirail disséminé aux 4 vents dans la cité de caractère. Et si le sujet les a conquis, c'est aussi de la liberté de l'artiste que de changer le réel. Cette criée là j'attends un jour qu'elle se transforme. Et là, je fais un petit clin d'œil là. Ils vont se demander ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai voulu représenter là, mais peut-être une criée, une nouvelle criée. Une promenade picturale dans Roscoff, où les passants aiguisent leur regard sur les peintures, mais aussi sur la ville. Le rendu de ce qu'ils voient correspond très bien à la météo actuelle, à la marée basse, au toit, à la couleur des toits. Je retrouve une atmosphère de Roscoff il y a quelques années. Chaque détail de la ville devient objet de peinture, chaque coup de pinceau révèle une autre vision de la cité, une escale productive pour ces peintres. Une grande diversité réunie dans une petite surface. La commune est grande, mais c'est quand même une petite surface. Et l'effet de la marée sur le paysage, c'est quelque chose de considérable. Et pour nous, d'ailleurs, c'est une course contre la montre, parce que souvent on voit le paysage, puis on dit « mais je ne l'avais pas mis là ». Ah mais oui, mais ça a baissé. Peintre, mais aussi sculpteur, sous les coups de couteau, une ode à la mer et à l'évasion. Et on peut croiser les peintres dans Roscoff jusqu'à ce jeudi. Leurs toiles seront ensuite exposées dans la ville dès le 4 juillet et ensuite pour tout l'été. Ce jeudi, les amoureux de la marche à pied ont rendez-vous dans les Monts d'Arrée pour le célèbre Trot Ménez-Arrée. Et c'est au départ de Sizun que s'élanceront des milliers de randonneurs. Pour la 27e édition, c'est la thématique de l'eau qui guidera leurs pas. Et Frédéric Lorenzon a suivi les préparatifs. Dernière visite de contrôle pour Patricia et David aux alentours de Sizun. Jeudi,
Plusieurs centaines de marcheurs inscrits au Troménez-Arré 2015 passeront à cet endroit. Là, je remets les rubans de couleur, je les remets bien solides pour qu'ils soient en état pour notre fête jeudi. Et pourquoi il y a 4 couleurs, Patricia ? Alors chaque couleur correspond à une distance, à un circuit différent. Donc le bleu correspond au circuit de 30 km, le blanc correspond aux 10 km, le jaune aux 40 et le orange aux 15. Niché dans la verdure, sur la commune de Sizun, ce petit chemin fait partie des 4 itinéraires du Troménez-Arré 2015. Ah oui, c'est le bonus qu'on offre tous les ans aux marcheurs, c'est de donner aux chemins un petit peu particuliers qu'ils découvrent. Voilà. Ouais. Des chemins comme celui-ci, le Troménez-Arré permet non seulement d'en découvrir, mais de les entretenir. Je prends du plaisir à aller voir les gens, sous les anciens, pour qu'ils nous racontent la vie qu'ils ont vécue sur ces chemins-là, justement, pour redonner du sens à ces chemins qui étaient perdus, qui étaient envahis par les ronces. Quelques dizaines de mètres plus loin, un vrai havre de paix. Ce pont s'appelle en breton Pont an Davet, ce qui signifie en français le pont des moutons. Et donc ce pont permettait auparavant aux moutons d'aller jusque dans les monts d'Arrée qui étaient en fait qui étaient de landes. Et donc ces moutons allaient paître sous les landes auparavant. Et à l'occasion du Troménez-Arré, la mairie, par le biais des services techniques, a remis en état ce pont. Cette édition 2015 invitera les 8000 randonneurs à suivre le fil de l'eau. Du fait du thème de l'eau, on a axé, nous, nos sentiers vers les rivières et puis vers des points remarquables en lien avec le thème de l'eau. Le Troménez-Arré, c'est aussi l'occasion de soutenir l'éducation, car les 350 bénévoles de l'organisation se mobilisent pour l'école d'Iwan de Comana. Le Troménez-Arré, en fait, est né en 1989 de l'idée des parents d'élèves de l'école d'Iwan de Comana qui avaient besoin de remonter des fonds pour faire vivre l'école. Et ils ont importé une idée qui vient du Pays Basque, où là-bas les écoles basques organisaient des randonnées pédestres payantes pour financer leurs écoles. Ce jeudi, les plus sportifs entameront la marche au fil de l'eau à 7h30. Pour les plus endurants, il restera le Fest-Noz à 21h à Comana pour se détendre les jambes. À l'occasion de la semaine contre l'homophobie, Brest se mobilise avec un événement intitulé Fais pas genre, qui se déroule jusqu'à samedi au gré de spectacles, débats, concerts et même d'un village associatif. Chloé Perrotte, vous êtes donc membre de l'association Brestac, les co-organisatrices de cet événement Fais pas genre. À vos côtés, Nathalie Yvain, vous êtes la coprésidente de West Up, qui est l'association LGBT étudiante de Brest. Alors, Nathalie, comment ça se manifeste quand on parle d'homophobie au quotidien? Ça se manifeste comment? De quoi on parle exactement? À Brest, pas tellement d'ailleurs. Je tiens à le dire que ça va. Mais dans beaucoup de villes, y a des gens qui se font taper dessus forcément quand on se promène dans la rue en tenant la main de la personne qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bref. Mais c'est beaucoup de violences physiques, d'agressions verbales également. Et parfois on peut perdre son travail. C'est illégal, mais bon, ça arrive, on peut perdre son travail ou on peut se faire jeter de sa famille parfois quand on est jeune et qu'on fait son coming out. Ça va assez loin. En France, en tout cas, c'est correct, mais il y a d'autres pays où c'est pire. Alors justement, en France, les chiffres ne vont pas mieux côté attaque. La Manif pour tous en 2013 a malheureusement libéré la parole homophobe sur la place publique. Clairement, cette année, les chiffres d'agression à l'encontre des personnes homosexuelles sont toujours alarmants. SOS Homophobie a recensé en 2014 2197 témoignages. Comment vous expliquez ça? Pourquoi il y a de plus en plus d'homophobie? Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup. Alors que justement des associations sensibilisent et ça va dans quel sens? Justement, on en parle. Je pense que c'est ça, c'est que je ne sais pas s'il y a vraiment eu plus d'homophobie lors des manifestations. Je pense qu'il y a eu une libération de la parole. Voilà, il y a des gens qui n'étaient pas forcément homophobes dans le sens où ils n'allaient pas aller frapper des homosexuels comme ça dans la rue, mais les manifestations en fait ont peut-être libéré une parole de certains qui le pensaient mais qui ne disaient pas forcément. Et ils ont trouvé leur tribune à ce moment-là, donc ils l'ont libéré. Mais parfois, c'est allé très loin et très très fort. Il y a eu des agressions verbales qui étaient quand même vraiment dures à entendre et physiques aussi. Il y a des gens qui sont finis à l'hôpital. Voilà. Et il y a des meurtres aussi qui sont considérés, enfin clairement établis comme meurtres homophobes. Exactement. Et je pense que voilà, les manifestations ont peut-être un peu réveillé ça, mais ça a toujours été latent. Il y a toujours eu une homophobie latente. On lui a laissé plus de place en fait quelque part. C'est pas que les chiffres ont augmenté, c'est que maintenant on en parle. C'est ça vraiment. Alors le rapport d'SOS Homophobie sorti cette semaine démontre aussi qu'Internet est un véritable défouloir pour les homophobes. Comment est-ce qu'on doit réagir lorsque l'on tombe sur des propos homophobes sur le net? C'est compliqué parce que... Ça se dénonce comment? Oui, ça se dénonce, bien sûr.
Sur Internet, on a toujours possibilité alors on n'appelle pas ça dénoncer sur Internet, mais de signaler. C'est comme ça que ça s'appelle, surtout sur des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou ce genre de choses. Mais je pense aussi que beaucoup de choses passent par le débat. Et quand on voit certains commentaires, je pense que essayer de parler, essayer d'expliquer... Ça peut marcher, ça vraiment sur Internet? Je ne sais pas si ça peut marcher, mais si des gens extérieurs viennent sur cette page et voient le débat qui est fait grâce à ça, peut-être que des gens un peu moins virulents que la personne qui a laissé un commentaire peuvent réfléchir. Oui. Nathalie, vous êtes mitigée sur le fait de débattre sur Internet? Oui, parce que... Comme je suis jeune, j'imagine qu'à partir d'une certaine génération Y, on appelle ça, on est beaucoup sur Internet. Et j'ai été témoin de beaucoup de choses plus ou moins tragiques. Et il y a certaines personnes, ça ne sert à rien de discuter. Ça ne fait qu'envenimer la chose. Ils deviennent plus violents, plus virulents. Et je pense que c'est interdit par la loi d'agresser les gens verbalement sur Internet. Il y a un moment, il faut aller voir la police et il faut poser une main courante ou il faut porter plainte. Et alors, justement, est-ce que les plaintes sont suffisamment prises en compte par les autorités? Alors, que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle, est-ce que c'est pris au sérieux à chaque fois? Parce qu'il y a quand même pas mal de témoignages qui disent que non. Disons que c'est compliqué. En fait, déjà, poser une main courante permet au moins d'être répertorié. C'est-à-dire que là, vous citiez depuis tout à l'heure les rapports de SOS contre l'homophobie. Et c'est grâce à ce genre de choses qu'on peut établir ces rapports-là. Parce que si on ne le fait pas, effectivement, il n'y a pas de trace. On ne le sait pas. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent souvent mais il n'y a pas d'agression, les gens ne se font pas agresser. Bien sûr que si, mais on ne le dit pas forcément. Quand on se fait insulter dans la rue parce qu'on tient la main de sa copine ou de son copain et qu'on se fait agresser verbalement, bien sûr qu'on ne va pas aller poser une main courante à chaque fois, mais c'est des agressions qui arrivent. Donc au moins poser une main courante, ça permet de rentrer dans le dossier et peut-être faire monter les choses plus haut. Là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'SOS homophobie parce que c'est eux qui sortent le rapport annuel. Votre association West Up à Brest, par exemple, prend aussi des témoignages, des plaintes homophobes, alors, nous, de violences homophobes. On les enregistre pas, mais on a des gens qui viennent pendant les permanences et avec qui on discute. Donc on a 2 permanences par semaine et c'est ouvert à tous, étudiants ou pas, mais en tout cas on est basé à l'université à l'UBO. À l'université, il y a justement aussi un discours qui est assez ouvert là-dessus, il n'y a pas de problème justement. Alors, à Ségalin, tout est très très bien. À l'UBO à Brest. À l'UBO à Brest. Alors, moi je suis à Ségalin. Sur le site de Ségalin, oui. Et on est basé à Ségalin. Après, on est effectivement aussi actif sur le reste de la fac, mais c'est vrai que l'accueil est plus positif, plus ouvert à Ségalin que dans certaines autres facs. Et je sais qu'on a eu des affiches arrachées dans d'autres facs aussi, ce genre de choses, ce qui n'est jamais arrivé à Ségalin. Mais... On va détailler un petit peu l'événement quand même, Chloé. Donc l'association brestoise TACL organise une série de rendez-vous pour sensibiliser la population à l'homophobie. Et votre action d'ailleurs va plus loin parce que l'événement parle de toutes les inégalités. Exactement. En fait, l'association TACL, enfin Brest TACL ou TACL, est venue à la rencontre du collectif LGBTH au début de l'année parce que Mathilde et moi avions une envie, c'était amener du spectacle vivant dans les débats. Parce que voilà, nous, on fait partie du Master Management du spectacle vivant à l'UBO. Donc pour nous, la culture, c'est un moyen de parler de certaines choses. Donc on est venu les voir. Et on a associé leur village associatif qui se déroulait depuis 4 ans sur la place de la Liberté et notre volonté d'avoir des artistes. Donc en arrivant avec ça, nous on l'a proposé d'élargir aux identités, au genre, à l'égalité femmes-hommes, à des discriminations qu'on a tous les jours. Et je pense qu'en faisant face ensemble, on peut avoir une parole plus forte et parler de ça tous ensemble. Vous vous adressez à qui en particulier, pas qu'aux étudiants avec cet événement? C'est pour tout le monde. Est-ce qu'il y a, on parle beaucoup de chiffres alarmants, est-ce que, selon vous, il y a beaucoup des avancées côté idées reçues justement sur l'homophobie avec le travail des associations, avec ce type d'événement depuis quelques années? Moi, je pense que oui. Je pense que ça... Il y a forcément des résultats à son travail et je pense qu'en parler, effectivement, ça a libéré la parole en face, mais ça a aussi libéré la parole pour les gens qui veulent œuvrer pour l'équité, l'égalité et tout ce genre de choses. Et je pense que oui, parce qu'il y a aussi moins de biphobie, plus d'acceptation pour les personnes qui sont bisexuelles ou pansexuelles ou même transgenres aussi.
Et c'est quelque chose qui se voit les choses. Doucement, mais sûrement. On n'a pas le temps de détailler tout, mais je vous rappelle que vous retrouvez tout le programme de Fais pas genre sur brest.fr, par exemple, ou encore sur Facebook en tapant Fais pas genre Brest. West Up est aussi sur Facebook, évidemment. J'en profite pour rappeler le numéro d'SOS Homophobie. C'est le 01 48 06 42 41. Merci beaucoup à toutes les deux. Tout de suite, on passe à l'instant écho. Christophe, c'est la saison des paquebots qui a démarré le 1er mai dernier, qui prendra fin en octobre, et c'est un tourisme tendance sur nos côtes. Oui, Pauline, depuis maintenant quelques années, les croisiéristes proposent dans leur circuit des escales finistériennes. L'an dernier, 14 bateaux ont fait escale à Brest. Ça représente, entre les membres d'équipage et les passagers, plus de 18 000 personnes qui débarquent, généralement pour une journée dans la cité du Ponant. Au niveau des nationalités, des passagers, on retrouve une forte présence d'Allemands, suivie par la clientèle britannique, et l'origine des autres clientèles est un mix de clientèle européenne et américaine aussi. Alors Christophe, est-ce qu'on peut quantifier un petit peu les retombées économiques pour de telles escales ? Oui, Pauline, c'est ce que fait la CCI de Brest chaque année. En 2014, les 18 000 passagers ont en moyenne dépensé 90 € par escale. C'est une moyenne, car lors de la venue du luxueux Queen Victoria en 2010, qu'on peut voir sur les images, la clientèle un peu plus aisée avait dépensé en moyenne 120 € par personne. En 2014, du coup, ça représentait plus d'1 600 000 € de retombées pour le pays de Brest, et même un peu plus loin. Il faut dire que tout est fait pour attirer le chaland. Dès la descente du paquebot, des produits locaux sont proposés aux passagers. Ensuite, les excursions proposées par les organisateurs de voyage, c'est des circuits avec la visite de lieux prisés comme Océanopolis, la presqu'île de Daoulas, celle de Crozon, les Abers ou encore la cité de caractère de Locronan. L'an dernier, plus de 3000 croisiéristes ont pris part à ce genre d'excursion. Sinon, les autres, l'espace d'une journée, découvrent Brest, se rafraîchissent dans les bars, mangent dans les restaurants de la ville et consomment des produits locaux. Et alors justement, est-ce que les infrastructures d'accueil sont assez nombreuses? Parce que ça représente énormément de monde, ces passagers. Alors Brest n'a pas vocation à accueillir de tels navires. Il n'y a pas de structure en dur. En revanche, la CCI de Brest Métropole choisit les passagers, des hôtesses accueillent les vacanciers, des navettes sont mises à disposition des touristes pour accéder au centre-ville de Brest. La CCI a même prévu un bagad pour recevoir dignement ses hôtes l'espace d'une journée. Et alors, est-ce que la fréquentation pour 2015 sera aussi bonne que celle de 2014, Christophe? Non, Pauline. En 2015, à ce jour, 11 escales sont programmées à Brest. Alors, c'était juste ce qui est prévu pour l'instant et ce qui représente près de 11 000 voyageurs, tout de même. 11 bateaux, le plus petit mesure 88 mètres et le plus grand atteint les 250 mètres et peut accueillir 2500 passagers et plus de 600 membres d'équipage qui consomment, là aussi, local durant une journée. Et petite nouveauté cette année, le port de la Bervrac accueillera dimanche 31 mai un paquebot, un bateau de 112 mètres. Et pour la petite histoire, les 184 passagers débarqueront à bord de Zodiac. On s'imagine ces deux gros paquebots dans le petit port de la Verbrac. Merci, ça c'était pour les paquebots. On va terminer avec un événement pour ceux qui ont très jeunes la fibre de l'entrepreneuriat, Christophe. Oui, Pauline, mardi 19 mai se déroule à Brest le salon régional des mini-entreprises EPA pour entreprendre pour apprendre. C'est l'occasion de rencontrer des entrepreneurs en herbe durant toute l'année scolaire ont monté des projets d'entreprise. 36 équipes composées de jeunes âgés de 13 à 20 ans qui présenteront leur création d'entreprise. Cette démarche vise à inciter les jeunes à lancer leur propre société, découvrir les différentes étapes de l'idée à la commercialisation du projet en collant le plus possible forcément avec la réalité du marché. Ils défendront leur dossier devant un jury composé de professionnels ainsi que de formateurs et cet événement a lieu à France Business School à Brest mardi 19 mai de 10h à 18h et France Business School c'est l'école de commerce de Brest. On parlera justement dans l'instant T du mercredi 20 mai, la semaine prochaine, de ces étudiants qui créent des entreprises. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce mercredi à 20h45 sur TBO, nous vous proposons un documentaire inédit. Ça s'appelle Coureurs au large. Et on y présente ceux qui ne parcourent pas la mer pour le travail, vraiment, mais par passion et par esprit de compétition. On regarde un petit extrait. Alors on ne demande pas d'être le meilleur dans un domaine, mais par contre d'être
moins mauvais possible dans tous les domaines et de savoir gérer déjà si je parle que de la partie course, il faut être capable de savoir à peu près tout gérer sur un bateau. Donc des fois on fait de la météo, des fois on fait de la tactique, des fois on va barrer un bateau, des fois on va avoir une pièce en composite qui va casser, il faut faire du composite, des fois on va avoir l'ordinateur qui va casser, il va falloir faire de l'électronique, de l'informatique, enfin voilà, on sait un petit peu tout faire. Voilà, merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain à la même heure et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.